Très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Vibe Nation. Et comme vous le savez déjà, c'est divisé en deux parties, la Vibe Talk et la Vibe Nation Show. Alors on démarre déjà toujours avec la Vibe Talk. Ici, belle discussion. Et aujourd'hui, on reçoit Explose dans nos locaux. Bonne arrivée, Explose. Merci. Ça va, hein? Ça va très bien. Ça date énormément. Vraiment. Sinon, ça raconte quoi? Que de bon. Que de bon. Ah oui, bien sûr. On vous retrouve que des sons à faire pour le président parce que ça faisait longtemps, moi je t'avais pas vu. T'as disparu d'un trait. Oui, c'est tout à fait normal. Vous savez, en tant qu'un artiste, c'est très important pour nous de soutenir des bonnes causes. D'accord. On va revenir là-dessus. On va mélanger actualité, mais surtout ton parcours. Tu vois, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, pour les jeunes qui viennent de démarrer, de découvrir la musique, de voir les choses, comment peux-tu te présenter? Je m'appelle Mara Mohamed Sekou. Il m'a appelé Explose, artiste, chanteur, auteur, compositeur, l'ex-membre du collectif panafricain DHR. Super. Heureux de t'avoir encore une fois de plus ici. C'est moi qui suis content. Super. Comment Explose débarque dans le monde de la musique? Sachant que déjà, au moment où tu viens dans l'univers là, il n'y avait pas aussi une grosse force donnée au réseau social. Ça n'a pas été facile. Et d'abord, je suis d'une famille moitié griotte. Ma maman est Camara. Elle est d'une famille Djeli. D'accord. Donc, mon grand-père s'appelle Djeli Karfa Camara. Et à l'enfance, quand ma maman partait au boulot, elle me laissait toujours avec mon grand-père. Et quand je pleurais, à chaque fois, mon grand-père prenait sa guitare et jouait sa guitare et il chantait. Il chantait quel son? Et il y a une chanson en Kouranko. Tu peux la chanter? Quand ma femme m'a dit ma femme m'a dit faye. On est ma femme m'a dit ma femme m'a dit faye. Moi le dit ma feeling quand vous voyez un peu? Donc, cette sonorité me faisait plaisir. C'est ça qui te berçait? Évidemment. Et du coup, ça allait bien entre mon grand-père et moi parce que, franchement, je me rendais compte que oui, c'était la personne avec qui je pouvais être tout au long de la journée sans se sentir seul. D'accord. Donc, c'est comme ça. Et finalement, après mes études, j'ai nécessaire de me lancer dans la musique. En parlant d'études, tu as fait quel type d'études? J'ai fait droit. J'ai fait d'abord primaire en Sierra Leone, collège en Sierra Leone. Lycée, j'ai fait moitié Sierra Leone, mais moitié Ghana, à East Legon. Ensuite, j'ai fait l'université en Sierra Leone. D'accord. Et j'ai fait 6 ans au Nigeria. Ensuite, en 2010, j'ai décidé de rentrer en Guinée. Top. Et c'est là maintenant? Finalement, j'ai décidé de me lancer sur la trace de mon grand-père. C'est quand tu es rentré en Guinée ou déjà lors de tes parcours là dans les différents pays? Depuis à l'école, ainsi de suite, jusqu'à un moment, je me suis dit, pourquoi pas se lancer, pourquoi pas suivre les traces de mon grand-père. Donc, à l'université, j'ai commencé à composer des chansons. Et en 2009, je me suis rencontré avec un Guinéen qui s'appelait Mouloukou Suleiman, Sylphonix. Et Sylphonix m'a découvert à travers un événement en Sierra Leone. Il m'a dit, bah, mais tu as du talent. J'ai dit, merci beaucoup. Il dit, moi j'ai un studio en Guinée et j'aimerais que tu me rejoignes en Guinée. Je lui ai dit, écoute, moi je suis guinéen d'origine, mais mes parents se sont installés en Sierra Leone. Donc ça me fera plaisir de me retourner en Guinée et m'installer définitivement. C'est grâce à lui que tu rentres en Guinée? Évidemment. Donc grâce à lui, je suis rentré en Guinée en 2010, le 13 janvier 2010. Finalement, je suis rentré en Guinée et quand je rentrais en Guinée, je ne parlais qu'anglais, je ne comprenais pas français. Franchement, je parlais qu'anglais, mais pas français. Pas français. Donc, depuis... Même les autres langues? Non, Soussou, français, je ne parlais pas ces langues-là, mais plutôt Kouranko et créole, anglais, je parlais ces langues. Donc, vu que le Kouranko et le Malinké se ressemblaient beaucoup, donc j'ai pu m'adapter vite à parler la langue Malinké. Ainsi de suite, j'ai appris la langue Soussou et la langue française au fur et à mesure, à travers mes amis. D'accord. Maintenant,
il y a un monsieur qui te permet de rentrer en Guinée. Oui. Comment ça se fait? Toi, normalement, tu étais censé être en solo. Oui. Et tu te retrouves dans le collectif. Évidemment. Quand je suis rentré en Guinée, nous avons commencé à travailler sur mon projet d'album. Ainsi de suite, j'ai fait une collaboration avec un artiste nommé, qui s'appelait Raxmo. Et vite fait, on a compris que oui, lui et moi, vraiment, ça donnait quelque chose de lourd. C'était quel titre déjà, votre première collaboration? C'était Baby. On a enregistré ça à Def Sound Records avec 100G. Asmer Souma, c'était à Kipé en ce moment. Et finalement, on a discuté entre nous. On s'est dit, ben, pourquoi pas en faire un groupe. Donc, on a jugé nécessaire de monter un groupe qui s'appelait Exmo. Et nous avons commencé à participer à des différents événements en Guinée, tels que le manifeste de Benedi Records et Urban Afrique de MLP. Et c'est comme ça que Manager Will nous a connus. Et il a décidé de mettre en place un collectif DHR. À travers vous ou bien il y avait déjà le collectif? Non, le collectif n'existait pas. Il a eu l'idée de mettre en place un collectif. Et l'idée était quoi? C'est de réunir des jeunes talentueux et essayer d'en faire un projet et aller sur un album pour pouvoir communiquer sur toutes les têtes au sein du collectif. Donc, il nous a proposé des contrats et on a pris le temps de vérifier et de lire. Ainsi de suite, on a accepté de faire partie du projet. D'accord. Et ça, c'était en 1900 combien ou en 2000 combien plus tôt? Ça, c'était en 2012. En 2012. Évidemment. En 2012, tu démarres le collectif DHR. Oui. Gros carton. Yeah. Gros carton. Let me see you light again. Yo! Il y a eu beaucoup de titres. Hein? Ah oui. Light again, il y a eu quoi encore? Il y avait No Yurmi, Aduna No Yurmi. Il y avait, comment ça s'appelle, In the Club. Il y avait Ghetto Highlights. Il y avait plein de titres dans l'album là. Tu étais le plus jeune du groupe ou pas? Non, c'est Mélodie qui était le plus jeune du groupe. D'accord. Oui. Maintenant, à un moment donné, chute du collectif. Oui. Toi, tu quittes comment le collectif? Bien, laisse-moi te dire que le collectif, c'était un projet, ce n'était pas un groupe. D'accord. Et l'objectif initial, c'était d'aller sur un projet d'album. Et après la sortie de l'album, c'est-à-dire qu'on a un congé, sous forme de congé, c'est 3 ans. C'est-à-dire pour permettre ceux qui ont eu des propositions pour les projets solo de continuer de sortir leurs projets solo. Ensuite, après 3 ans, revenir pour une deuxième édition. C'est sous forme d'une série. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'était ça l'objectif. Maintenant, après la sortie du premier album, Ghetto Hip Hop Never Die, du côté de Takonko, nous avons eu un projet qui devait sortir en Sierra Leone. Un album de contenu anglophone. Et nous sommes partis en Sierra Leone pour la sortie de l'album. Avec Raxmo. Avec Raxmo, évidemment. L'album est sorti en janvier 2014. Et en notre absence, le collectif a organisé des concerts. Il y avait un concert qui s'est tenu du côté du stade Cabinet Kouyaté. Et il y a un concert qui s'est tenu du côté de Rogbane, en collaboration avec Singleton. Et très malheureusement, ces concerts-là ne se sont pas donnés, en fait. Donc, il y avait des dettes, il y avait des remboursements qui étaient en cours. Oui, évidemment, en cours. Donc, moi, à mon retour en Guinée, on a commencé à participer des kermesses. Après chaque kermesse, je demande, écoutez les gars, comment ça se passe? Il me dit, bon, vous savez, on avait pris déjà l'argent, mais on avait des dettes à rembourser. Je dis, mais écoutez, moi, je ne peux pas rembourser des dettes dont je n'ai pas participé à la prise. Je dis, je ne comprends pas. Mais c'est un collectif, vous gagnez, vous perdez. Ah oui, mais il faut m'avertir avant, en fait. Dans un collectif, il faudrait que l'information règne, en fait. Il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information pour ne pas que certains soient frustrés, en fait. Et tu vois un peu. Donc, cela est arrivé. Et puis, un jour, Bouba a demandé à ce qu'on tienne une réunion.
Dans la réunion, il était question maintenant d'en faire un groupe. Ce n'est plus un collectif. Okay. Et si on fait un groupe, ça veut dire que personne n'a le droit de sortir des projets solo désormais. Qu'on aille tous en groupe et au lieu de collectif, maintenant c'est un groupe. Je les ai dit, écoutez, moi je suis désolé, moi je ne peux pas faire partie d'un groupe de 10 personnes. Ça ne m'arrange pas. Je vois, collectif, il n'y a pas de problème. Mais groupe, non, je suis désolé. Parce qu'il y avait 10 personnes. Oui, j'ai un rêve à réaliser. Avant tout, le collectif m'a trouvé que j'étais en solo, donc je ne peux pas faire partie d'un groupe aujourd'hui de 10 personnes. Ça ne m'arrange pas. Donc, ils ont dit, bon, écoutez, ceux qui ne sont pas partants peuvent sortir dehors. C'est comme ça que je suis sorti, en premier. Et puis, après 1 heure ou 2 heures, One Time aussi m'a suivi. C'est comme ça que ça s'est passé. D'accord. C'est comme ça, toi, tu quittes totalement le collectif. Évidemment, c'est comme ça que je quitte le collectif. Et ta collaboration avec Rexmo se limite. Oui, parce que on avait des contrats individuels avec le collectif. Et One Time a jugé nécessaire de continuer avec le collectif. Et il a décidé de continuer avec le collectif et moi, je me suis dit non, je suis désolé. D'accord, donc toi, c'est là-bas que tu t'arrêtes. Évidemment. Totalement. Évidemment. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2014. 2014. Fin 2014. Fin 2014. Je me retourne un tout petit peu en arrière parce que c'est grâce à un monsieur que tu rentres en Guinée. Oui. Et ce monsieur, il a participé à ce circuit ou pas? Il n'a pas participé à ce circuit. Pourquoi? Bon, c'est pour des raisons... comment je peux dire cela? Ce sont des histoires parfois que je n'aime pas souvent débattre. Au fait, c'est l'occasion. C'est l'occasion de se dire les vraies choses. Et oui, en fait, M. Suleiman, quand on est venu en Guinée, on a travaillé sur un projet d'album qui était censé sortir en Sierra Leone. Et nous sommes repartis en Sierra Leone. Et j'ai jugé nécessaire de le mettre en contact avec le plus grand producteur sierra-léonais qui s'appelait Box Production. Et je l'ai mis en contact avec ces dernières. Nous avons eu à s'entretenir 2 fois. Et à mon insu, comme je les ai mis en contact, je me suis dit, bon, moi, je ne peux pas être devant, vu c'est lui, mon producteur, donc il n'a qu'à être en contact avec les partenaires et que moi, j'attends les résultats. Et ce qui s'est passé entre les deux, je ne sais pas, mais je ne sais pas comment il a pu convaincre ces gens-là. Il les a dit que, voilà, vu que vous avez des artistes ici qui ont pour l'ambition de faire des collaborations avec des artistes comme Mori Kanté, comme Salif Keita et autres, moi, j'ai cette relation. Et finalement, il a récupéré une somme de, c'est pas 10 000 ou 20 000 dollars avec Box Production pour faire un album avec un artiste qu'on appelait Angie. Et finalement, quand je l'appelais, comment ça se passe? Il me dit, oui, ça va, t'inquiète pas, les choses sont en cours. Sans savoir qu'il était déjà sur un projet différent de moi, mon projet. C'est-à-dire qu'il était déjà sur une frappe, en fait. D'accord. Et je vois un peu. Donc, ces gens-là l'ont donné l'argent. Et il a pris la fille, ils se sont enfuis. Ils sont partis au Libéria, parce que la fille, elle est libérienne. Ils sont partis au Libéria. Et après, Box m'appelle, ça va? J'ai dit, ça va. Tu m'as envoyé quelqu'un qui m'a arnaqué 20 000 dollars. J'ai dit, je suis désolé. Moi, je t'ai présenté quelqu'un, mais je ne t'ai pas dit de lui donner l'argent. Avant de lui donner l'argent, il fallait m'en parler. Mais tu ne m'as pas en parlé. Et tu as fait confiance à la personne, tu as donné l'argent. Si c'est sorti comme ça, je suis désolé, mais je ne suis pas responsable. Donc c'est comme ça, Soul s'est écarté du projet parce que lui, il avait déjà eu ce qu'il voulait. D'accord. Donc Soul t'amène en Guinée, il profite sur toi. Évidemment. D'accord. Et toi, tu quittes le collectif. Oui. Tu comprends? Le collectif continue à sortir des titres. Oui. Et toi aussi, tu continues. Évidemment. Et ça se passe comment après? Je dirais que ça va pour moi. Parce que... Au moment où tu as arrêté déjà avec le collectif, oui. Est-ce que tu as sorti des titres? Avant d'arrêter avec le collectif? Non, quand tu as arrêté avec le collectif. Et bien sûr, j'ai sorti pas mal de sons. Vas-y. Et de 2014 à nos jours, j'ai sorti plus de 10 titres. Quelques, en fait. 10 titres. Oui. Mais jamais d'album? Non, pas d'album. J'ai eu même une chanson qui a été nominée au concours des meilleurs compositeurs africains. Concours des meilleurs compositeurs africains en Afrique du Sud en 2018. J'ai été finaliste, mais très malheureusement, à la fin, les votes, c'était par mail. C'est-à-dire, tu ne peux pas voter sans avoir une adresse mail. Et comme vous le savez déjà, en Guinée, peu sont des fans qui connaissent à faire des mails. Les gens se contentent de Facebook. Et d'ailleurs, même, certains, même, c'est leur numéro de téléphone qui met comme adresse.
pour se connecter. Donc, il y avait ces problèmes, en fait. Donc, très malheureusement, je n'ai pas pu remporter. D'accord. Yeah. Et après ça, quand même, on s'attendait quand même que tu allais sortir un album, une mixtape. Ah oui, évidemment. Mais zéro info sur toi. Mais ce que je sais, tu as lié business, tu t'es marié. Est-ce que tu peux, ce petit circuit que tu as disparu, est-ce que tu peux nous expliquer? Parce qu'à un moment donné, on aurait appris quand même de bouche à oreille, tu connais ce qu'on a appris, que tu étais dans la vente de la drogue, machin, tu vois, il y avait beaucoup de choses. Tu sais, Chris, on a un problème en fait en Guinée. Dès que les gens qui ne s'attendent pas à te voir dans 4x4, dès qu'on te voit dans 4x4, mais comment tu faisais pour avoir les 4x4? Ils ont une imagination à part en fait. Parce que, imagine, c'est pas la musique qui te paye. Oui. Tu comprends? C'est pas la musique qui te paye. Vous savez, Chris, en matière de musique, on dit showbiz. Le showbiz, il ne faut pas se contenter que du show. Il faut aussi faire du business. D'accord. Est-ce que vous comprenez un peu? Et il y a des artistes dans ces pays qui vivent bien, plus que ceux qui cartonnent, mais qui ont préféré le business que le show. D'accord. Comme. Et il y a des artistes qui ont préféré le show comme quel artiste qui a par rapport au business. Quels sont les artistes qui ont préféré le show? Non, il y en a plein. Il y a des artistes qui ne sortent pas de son même chaque fois, tel que MLP, c'est un exemple. En fait, quand on prend aujourd'hui Dexy Fostri, ils ne sortent pas de chansons chaque fois, mais les gars, ils sont après, dans le ils ont une industrie quand même. C'est le business. C'est le business. Mais ils ont su construire quand même évidemment, une industrie autour de leur musique. Évidemment, c'est ce que je dis. En fait, il y a différents types de business qu'on fait autour de la musique. D'accord, vas-y. Toi... Je vais te dire une chose, Chris. Quand vous voyez aujourd'hui les Nigériens, des producteurs nigériens qui déposent des $1 million sur un artiste, c'est pas pour récolter $1 million sur son cachet, non. C'est de pouvoir faire des business autour de l'artiste, en fait. L'artiste est une marque.